Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je viens vous partager mon témoignage de la façon dont j'entretiens un dialogue depuis plus de 2 ans avec l'âme de mon compagnon. Pour vous recontextualiser notre situation, nous vivons une relation à distance car nous ne vivons pas dans le même pays. La distance favorise justement cette communication avec l'âme, c'est-à-dire que je dirais que c'est la confrontation en présentiel qui risque plus de mettre les égos en conflit. Comme vous l'avez sûrement entendu, la séparation, qu'elle soit géographique, physique ou relationnelle, est une protection dans un premier temps. Donc peut-être que vous en souffrez, mais elle est utile à l'avancement. Si vos égos ne sont pas encore apaisés, eh bien, leur confrontation peut faire exploser votre système. Le sujet abordé aujourd'hui fait partie intégrante de la façon de prendre soin de votre duo d'âme. Lorsque je titrais mon podcast précédent être le thérapeute de son duo, il s'agit vraiment d'être le thérapeute. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir enfin dire à votre autre tout ce qui doit être et faire. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Dans mon cas, je suis le haut-parleur de notre système. Donc je vais formuler ce que je ressens chez mon compagnon. En aucun cas, je vais lui dire ce qu'il doit être ou faire. Et certainement pas dans le but de me convenir ou dans le but d'obtenir ce que je souhaiterais de lui dans la relation. Donc attention, ce n'est pas de cela dont on parle ici. Il n'est pas question de jouer le rôle de la mère ou du père de votre autre. Il a déjà des parents et on ne va pas non plus jouer le rôle de son tuteur légal. Donc le tuteur de résilience, ici, c'est le lien, la relation, c'est l'alchimie qu'il y a entre vous. Alors, ces précautions prises, je vais maintenant vous exposer la façon dont cela s'est engagé dans ma relation à mon compagnon. Au départ, lorsque je rencontre mon compagnon, je ne m'aperçois pas directement, bien sûr, que je communique avec son âme. C'est lui qui m'a choisi, donc il y a un sentiment de reconnaissance des âmes à cet endroit-là. Il a été très enthousiaste et très entreprenant. Donc au démarrage de la relation, je ne faisais quasi aucune démarche envers mon compagnon. Dans les premiers contacts, eh bien, j'ai senti qu'il y avait vraiment une joie simple et pure, comme 2 enfants qui se retrouvaient, 2 petites âmes qui se retrouvaient. Alors que nous faisions connaissance, ce qui a été très pratique pour moi, c'est que mon compagnon a pris le parti de m'expliquer directement tout son fonctionnement. C'est comme si j'avais reçu le mode d'emploi. Et c'est cela la première chose qui m'a fascinée chez lui, c'est sa capacité à avoir du recul, à pouvoir se raconter comme un observateur extérieur, donc comme s'il avait une conscience élargie de lui-même. Parce que ce qu'il me racontait, d'autres personnes pouvaient avoir les mêmes traits sans avoir de remise en question ni de conscience là-dessus. Et donc cela, j'ai trouvé vachement intéressant. Plus tard, j'ai activé sans le savoir son système de défense lorsque j'ai remis en question la possibilité de pérennité de notre relation en raison de la distance géographique. S'en est suivi alors presque 1 an de silence radio. Bon, j'exagère quand je dis silence radio puisque il me répondait, mais c'était très très laconique ou ça avait l'air teinté d'indifférence ces réponses, ou alors il me répondait pas du tout. Et donc j'ai eu l'impression d'avoir monologué pendant 1 an. Ce n'est qu'au bout d'1 an, lorsque je découvre les travaux d'Adeline Gardinier, que tout s'est débloqué. Mais je reviens sur cette période d'1 an que, vu maintenant avec le recul, je ne pourrais plus jamais reproduire parce que
j'étais investie d'un tel, je ne sais pas, d'une force supérieure à moi, que je ne sais plus si je pourrais encore reproduire tout cela, parce que parler tout seul pendant 1 an, c'est quand même assez curieux. Lorsque je dis parler, vous comprenez ici que je lui ai surtout écrit des SMS, parce que au niveau du contact, ce n'était pas aisé. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu le réflexe, par exemple, d'appeler mon compagnon, c'est toujours lui qui m'appelle. Et lui, de son côté, n'avait pas l'air d'avoir envie de nouer le contact. Et donc, comment cela s'est produit, comment cette force a entrepris tout ce miracle, je dirais? Eh bien, il se fait que j'avais l'impression d'avoir un dialogue invisible avec lui. Donc maintenant, avec le recul, je peux dire que je conversais avec son âme. Donc au fond, c'est son âme qui s'est adressée à moi, la première. Donc lui est l'émetteur, moi je suis le récepteur. Une de mes hypothèses, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais il est possible que son âme s'exprime de façon absolue dans l'univers, mais que voilà, je suis la seule personne qui parvient à la capter. Et donc, au fond, lorsque je vous partage le fait que j'écrivais des SMS à mon compagnon, ben moi, je répondais tout simplement à ce que son âme me disait. Mais concrètement, physiquement, mon compagnon ne me répondait pas aux SMS. Il me répondait à travers l'invisible. Et ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que comme nous sommes en réunion, eh bien, il peut me confirmer tout cela. Donc maintenant, lorsque je lui dis un peu sur le ton de la rigolade que j'ai eu droit à un vent pendant 1 an, il ne me croit pas. Il me dit mais non, c'est pas vrai, on s'est toujours parlé, je t'ai toujours répondu. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que il ne m'a pas répondu physiquement par SMS, il me répondait à un autre niveau. Et là où je trouve ça fort, c'est que techniquement, eh bien, toutes nos conversations sont conservées dans nos appareils, donc on peut bien voir que je parle toute seule pendant 1 an. Et donc, comment je peux avoir la certitude, au-delà donc de cette confirmation de mon compagnon, que je parlais bien à son âme? Bon, déjà, si nous sommes en réunion, il y a beaucoup de chances que c'était vraiment la voix de son âme qui m'a guidée donc vers cet état de grâce. Mais encore, en fait, il faut savoir que lorsque l'âme communique, ce sont des communications extrêmement vraies et justes. Et donc, elle ne me communique pas des choses hasardeuses, elle me communique des choses très précises. Et ce sont des choses que j'ai moi-même recommuniquées par SMS, par écrit, à mon compagnon. Donc des choses qu'il ne m'a jamais dit ouvertement. Donc je ne peux pas les sucer de mon pouce, ces informations. Et donc, on remarque dans notre conversation qui est toute tracée et qui est donc objectivable, que moi je lui communique des choses que je ne suis pas censée savoir et que lui, donc la personnalité, me dit « Mais comment tu sais ça? Je ne te l'ai jamais dit. » Alors il faut savoir qu'il y a une partie des informations que je reçois apparemment en clairaudience de la part de son âme. Ce serait par exemple des détails, des noms, des prénoms qui appartiennent donc aux personnes de sa famille. Mais il y a une autre partie d'informations qui forment comme un socle commun que nous aurions l'un et l'autre. C'est-à-dire que il y a une partie de notre histoire qui est la même en fait. Donc c'est pas si compliqué pour moi à deviner puisque ces informations m'appartiennent aussi. Comme nous avons tout en miroir, eh bien, si par exemple dans ma famille, il y a plein de jumeaux, eh bien, je sais que c'est pareil de son côté. Je lui pose la question et il me le confirme. Pas besoin d'être devin pour cela. Et donc, il y a une partie des informations que je reçois de façon intuitive et l'autre partie des informations, je la suppute à travers la systémie.
Et donc la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est est-ce que je ne fais pas peur? Est-ce que je n'ai pas fait peur à mon compagnon par cet état de fait? Eh bien oui, évidemment. Donc même lorsque je vous partage cette expérience, mon témoignage, je sais qu'il peut faire peur à tout un chacun. Ici, le public est un public averti et donc je pense que vous resituez à votre façon l'expérience que je vous raconte, mais tout un chacun pourrait se demander de quoi je parle. Donc, comme vous le savez, le challenge ici, c'est pas de parler avec l'âme de son autre, c'est de pouvoir faire accueillir cette situation par la partie humaine, la personnalité. Dans notre cas, comme mon compagnon est hyper cartésien et que les informations corroboraient avec la réalité, certes, cela pouvait être impressionnant, mais il ne pouvait que reconnaître que quelque chose se passait entre nous et donc reconnaître qu'il y avait un lien. De mon côté, j'ai pris du temps avant de comprendre que c'était un dialogue entre âmes, même si je connaissais le concept de flamme jumelle, tout ça, ça reste quand même assez farfelu, même pour moi. Et donc, il m'a fallu du temps pour pouvoir voir à quel niveau se passait ce dialogue. Je vous le rappelle, je suis sur le spectre de l'autisme et donc, quelque part, je répondais à son âme et quand c'était sa personnalité qui réagissait, je restais impassible. Donc finalement, j'ai favorisé, sans le vouloir, l'émergence de l'âme. Donc, qu'est-ce que je vous conseille ici? C'est justement d'aller vers ce dialogue avec l'âme. Ne pas trop vous appesantir avec les réactions, les réponses de l'ego. Certes, c'est plus facile quand on a apaisé ses propres blessures et ses propres traumas. Donc, dans mon cas, c'est peut-être un peu plus simple parce que les Asperger ont une émotivité, je dirais, différente. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas d'émotion ou qu'on ressent rien, ce n'est pas vrai. C'est juste que la gestion est différente. Et donc, sur 2 années de relation, j'ai surtout communiqué avec l'âme de mon compagnon. Lui, il me communiquait avec son ego et son âme, mais moi, je favorisais, sans m'en rendre compte, plutôt la voix de l'âme. Lorsque son ego me narguait ou me titillait ou me faisait des tests, je répondais parfois par politesse bien sûr, mais c'était plus des réponses pour l'envoyer gentiment paître avec un peu d'humour. Que nous apprend ce dialogue avec l'âme? C'est qu'au fond, cette voie est une voie d'évidence, elle est toute tracée. Et donc, il n'y a pas d'autres options que de parvenir à cette réunion. C'est comme si vous passiez le bac et qu'on vous transmettait toutes les réponses. Donc, quelque part, c'est assez simple, mais vous verrez que la difficulté va dépendre de votre état d'esprit. Vous pourriez même foirer ce bac avec toutes les réponses si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous commencez à avoir peur parce que vous, justement, vous avez toutes les réponses en main. Souvent, on dit que c'est la personne fuyante qui aurait peur de ses sentiments pour vous, mais ça, je n'en suis pas si sûre. Donc, sur ma chaîne, je ne définis pas les profils ni les personnalités parce que vous allez comprendre que lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, excusez-moi, mais ça peut faire peur à tout le monde. Et donc, arrêtons de stigmatiser la personne qui fuit. Essayons de comprendre les mécanismes sous-jacents et toute la systémie qui va nous permettre de réunir et harmoniser tout ce champ qui a l'air d'un champ miné. Donc, dans ce champ de conscience et d'amour pur, comment reconnaître la voix de l'âme?
eh bien, ce n'est pas une voix qui est exigeante ou qui serait dans la peur. Donc, lorsque vous pensez ou vous croyez que la voix de votre autre vous demande de venir le sauver parce qu'il aurait peur, eh bien, essayez de vous rappeler qu'une âme, elle est souveraine. Elle sait la raison d'être de l'humain incarné sur Terre. Je pense que beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous, se font happer dans cette relation par un sentiment de maternité, un besoin d'aider ou de couver ou de sauver l'autre. Mais je ne suis pas sûre que cette voie-là est celle de l'âme. Je n'ai pas de réponse absolue à cela, mais dans ma compréhension et ma carte du monde, je ne vois pas une âme avoir besoin d'être sauvée. Je vous rappelle que l'âme est le véhicule vers la conscience. Et donc votre véhicule, donc celui de votre autre et de vous-même, il veut vous conduire vers la conscience pure, vers l'unité. Cette voix de l'âme, lorsqu'elle s'exprime, elle est vraiment pure et authentique. Elle va vous apporter tous les moyens pour que cet état de grâce se produise, et incluant en cela la réunion. Donc n'oubliez pas, la réunion pour moi est une conséquence logique de tout cela. Ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est l'unité, l'unité au grand tout, à l'univers, à la conscience d'amour et la conscience pure. Lorsqu'on vit cet état d'éveil, eh bien, la réunion n'est qu'un passage obligatoire. La voix de l'âme fera donc tout pour vous conduire à cet état d'enchantement et de grâce. Je vous encourage donc à affiner votre capacité à la percevoir. Je pense que beaucoup de personnes sur ce parcours croient capter la voix de l'âme, croient capter des messages. Faites simplement attention à bien nuancer tous ces discours intérieurs et pouvoir discerner s'il ne s'agit pas de votre propre manque qui s'exprime là. Pour en être sûr, il faut en avoir fini avec vos propres blessures et votre problématique de dépendance. Vraiment, prenez soin de vos perceptions et de vos capacités à recevoir ces messages, mais avec discernement. Ce sont des messages que l'on capte, donc que l'on perçoit par les sens. Ce ne sont pas quelque chose comme de l'ordre d'une pensée qui nous traverse le mental. Le mental va nous aider à reformuler le ressenti, mais s'il est traumatisé, eh bien, il va biaiser le message. D'autant plus que si vous avez le souhait d'aller partager tout cela avec l'autre personne, n'oubliez pas que ça peut vraiment littéralement le faire fuir provisoirement ou définitivement. Pour ma part, je ne prendrai pas le risque d'aller transmettre à mon compagnon des messages si j'avais un doute sur le fait que cette communication de l'âme puisse transcender quelque chose. Ici, je vous fais beaucoup de blabla pour tout déconstruire de ce qui se passe, mais en réalité, cela se passe tout simplement. C'est parce que ultérieurement, je vous le partage et je l'analyse, mais en réalité, sur le moment, il n'y a pas toute cette analyse, cela se produit. Ce dialogue de l'âme est un véritable langage amoureux en lui-même, et donc c'est un langage d'évidence et d'éternité. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle ou avec lequel on doit insister ou s'acharner. Il se produit de lui-même. Et ce faisant, eh bien, il conduit
vers la conscience pure. Et donc, sur ce chemin, si vous êtes en présence de votre jumeau ou votre jumelle, eh bien, il se produit la réunion. C'est un passage obligatoire. Je vous invite plutôt à œuvrer à votre ouverture de conscience et de cœur plutôt que de viser la réunion. Prochainement, je poursuivrai le développement de ce sujet car vous comprendrez que ici, ce partage-ci n'est pas le plus essentiel dans le déploiement de la systémie de ce duo. Les perceptions extrasensorielles, parfois appelées siddhi en yoga ou pouvoirs miraculeux, ne sont en aucun cas le but ultime. Ils sont tout au plus des effets secondaires résultant d'une pratique intérieure d'alignement. Vers la voie de la libération, il ne faut pas non plus trop s'y attarder. J'espère que ce podcast vous a été utile. Si c'est le cas, merci de le liker et si vous aimez les contenus de cette chaîne, merci de vous y abonner. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, votre vécu ou vos questions. J'ai toujours plaisir à les lire et à vous répondre. Nous sommes pour le moment une toute petite communauté, mais je vous avoue que j'aime bien la taille de cette communauté et je trouve que nous sommes très grands lorsque nous mettons tout notre amour en commun. Je vous transmets donc tout mon amour. Ensemble, prenons de la hauteur et ouvrons notre horizon. Au revoir et à très bientôt.